Yes! Visiblement, Jeff Bezos a finalement réparé les potards et les câbles. Bonsoir, mesdames et messieurs et les autres, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Club Sandwich, le podcast qui vous parle de culture comme on parle de météo, avec beaucoup de subjectivité et un brin de mauvaise foi. Alors voilà, c'est officiel, les beaux jours sont derrière nous, puisque juste avant on parlait de dégâts des eaux. On a rangé les lunettes de soleil, on a ressorti les pulls et nos vies ressemblent désormais à une pub pour des tisanes spéciales morale en berne, même si Olivier a une bière ce soir. Il pleut, il fait gris, il fait froid, bref c'est la saison où même Netflix nous demande si on va bien. Mais pas de panique, puisqu'on est là pour mettre un peu de chaleur dans tout ça. Et surtout, eh bien, je ne suis pas seule dans cette noble mission, puisque ce soir avec moi, je suis entourée, comme la pluie d'octobre, de mes deux chroniqueurs qui sont toujours fidèles au poste, Florian et Olivier. Bonsoir. Bonsoir, je suis personnellement sponsorisé par les infusions Les Trois Ours. Oh, elles sont trop bonnes. Ouais, moi j'aime bien les petites marmottes. Là. C'est vrai, mais les petites marmottes, ils mettent pas la petite cher sponsor, à étiquette, sponsoriser ce podcast. Ouais, sinon moi je suis plus palais d'été en fait, en vrai. C'est vrai. Ah là là, on a tous nos petites nos c'est petits bien cette soucis. petite discussion de vieilles personnes quand même. Voilà. On va attirer de la jeunesse avec ça. Ça va être sympa. En tout cas, ensemble, on va parler de ce qu'on a vu, lu, écouté ou dévoré cette semaine. Bref, de tout ce qu'on a consommé culturellement sans modération. C'est-à-dire Puis, Matlock. Oui. pour les jeunes, oui. Et puis, bah, évidemment, on parlera aussi de nos recommandations, histoire que vous repartiez avec de quoi briller dans vos dîners d'automne. Alors, installez-vous bien, servez-vous une boisson chaude, ou ce que vous voulez d'ailleurs. Et c'est parti pour un nouvel épisode de Culture Club Sandwich. Mais tout de suite, générique. Et cette semaine, Florian, tu as vu des monstres et été renouvelé ton permis de conduire, c'est ça ? C'est ça. Mais je m'attendais pas à prendre la parole aussitôt, mais écoute, surprise. Voilà, j'ai la main comme dans Question pour un champion, je vais la garder. Voilà. Donc je suis, enfin voilà, j'ai passé la semaine donc à avancer sur pas mal de bouquins, à regarder des émissions voilà sur lesquelles je vais passer. Voilà, ça a été une semaine assez calme mais relativement assez productive comme les plusieurs semaines de suite en fait côté livre. Donc donc comme depuis j'en ai déjà parlé donc avant l'été, dans ce podcast même je finis l'immense intégrale de la série de BD des donjons de Delcourt qui elle-même se décompose de 7 à 8 sous-séries. Donc ça fait énormément de tomes à rattraper, c'est énormément de divertissement, c'est énormément de surprises, sachant que voilà les tomes varient à la fois en style, en ton, en temporalité également. Il y a Donc Tom voilà. Cruise, Tom Sawyer. C'est ça, Olive et Tom, n'oublie pas Olive et Tom. C'est Tom. dans Olive et Tom dans Donjon Crépuscule, ils sont au cachot. Et j'ai et également Donjon Monsters en fait avec un tome sur Olive, l'ex-fiancée de Popeye qui pète un câble. Voilà. Donc cette blague à part, je vais parler de Donjon Monsters et je vais juste signaler, puisque je viens de commencer cette sous-série qui est, je crois, c'est la dernière que je n'avais pas vraiment commencé. J'ai plus beaucoup de tomes à rattraper, me reste à peu près donc les nouveaux tomes de Donjon Zénith en fait, qui est la série principale qui sont parus cette année. Il y a pas mal de tomes de Donjon Crépuscule en fait qui sont un tout petit peu la météo d'automne en fait de la saga Donjon en fait, donc c'est un tout petit peu déprimant et post-apocalyptique, donc je me les réserve pour plus tard. Et j'ai commencé des spin-offs qui s'appellent Donjon Monsters et qui sont consacrés à des personnages secondaires du donjon. Et le troisième tome, étant donné que je suis absolument pas spoilé, donc j'ouvre les livres sans savoir de quoi ils retournent. Donc le troisième tome s'appelle La Carte Majeure. Ils sont toujours scénarisés donc par les deux mêmes créateurs et gardiens du donjon, à savoir donc Lewis Trondheim et Johan Sfar. Et
illustré à chaque fois, ou quasiment à chaque fois, selon les sous-séries et surtout selon les spin-offs, par des illustrateurs différents. Là, c'est le dessinateur Andreas, qui n'est pas fort de fruits, en fait, je te voyais venir, Olivier, mais qui est créateur de la série Arc. Andreas, ça c'est fort de fruits. C'est du fruit. Oui, d'ailleurs, tu as updaté le jingle, merci. Voilà, n'oubliez pas. Donc, les 3 ours et Andros, vous êtes les bienvenus pour sponsoriser ce podcast. Donc, la carte majeure, c'est un spin-off autour de... Voilà, ça y est, j'ai un gros trou sur le personnage principal, Marvin le Rouge, qui est, comme son nom l'indique, pas une fourmi rouge. Et ça se passe, la grande surprise, c'est que ça se passe en temporalité après l'explosion littéralement de Terra Amata, qui est la planète sur laquelle se déroule le donjon, et ça donne donc ça donne en fait un paysage en fait entièrement steampunk et entièrement composé en fait de châteaux ambulants et de mottes de terre, hein, et un tout petit peu des tribus et des factions qui essaient de se retrouver l'une et l'autre, mais qui n'ont plus forcément grand chose à voir avec les factions que l'on connaît dans Donjon Zénith. Et c'est une énorme réussite parce que stylistiquement c'est vraiment un bonheur à voir, avec notamment un combat final en fait qui m'a beaucoup rappelé la série Samurai Jack. Si vous n'avez pas vu Samurai Jack, rattrapez Samurai Jack, c'est le bien, c'est Genndy Tartakovsky. C'est le créateur de Primal, mais avant, il a fait ce méga chef-d'œuvre visuel pour Cartoon Network et Adult Swim, et donc je crois que l'intégrale est sur HBO Max. Et donc, entre autres, donc l'antagoniste débouche en fait sur un combat final qui ressemble un tout petit peu en termes visuels à ce que pourrait être Aku, donc l'antagoniste de Samurai Jack. Il y a aussi pas mal d'humour, comme souvent avec le donjon, notamment avec des moines incels en fait qui se retrouvent en fait face à des tribus de femmes, hein, et un tout petit peu les manipulations qui se jouent lorsqu'ils essaient de cohabiter. Et il y a aussi Marvin qui est un tout petit peu comme son nom l'indique, c'est un rouge, donc c'est vraiment une tête brûlée. Il n'est pas vraiment très fin, mais en fait il donne énormément de rythme à l'action en fait, donc c'est vraiment 100% action. Donc voilà, c'est 48 pages, on ne s'ennuie pas une seconde. J'ai encore, il y a 18 tomes pour l'instant de Dungeon Monsters, donc j'en ai encore une petite quinzaine à rattraper. Si ces tomes-là sont de l'acabit de la carte majeure, je pense que je suis assez bien loti. Donc voilà, grosse dédicace donc à la team du donjon, même si pour le coup le tome en question date de 2002, donc voilà, on rattrape ce qu'on peut. L'autre chose, comme le mentionnait Elodie, c'est que effectivement j'ai repassé mon permis de conduire, mais mon permis de conduire américain, avec la nouvelle série, la nouvelle comédie, une des rares comédies, tu m'arrêtes si je me trompe Elodie, qui a débarqué tout court sur les networks américains en cette rentrée. J'ai nommé DMV, donc qui est le département des permis de conduire et de l'immatriculation fédéral américain, qui a débarqué sur CBS. C'est une série qui est créée par Dana Klein et qui est donc une série de workplace comedy en fait autour des coulisses de, on va dire, la bête noire des Américains en fait au niveau des agences fédérales, puisque en gros c'est même parodié de manière très très fameuse dans le premier Zootopie. C'est un enfer administratif en fait que d'avoir une démarche à faire au DMV. Voilà, donc je vous incite, si vous ne connaissez pas, à aller vous renseigner sur les divers problèmes rencontrés par le DMV au niveau des permis de conduire et des immatriculations. C'est assez kafkaïen et avec un G s'il vous plaît. Et c'est une série qui a pour cadre donc cette agence fédérale et qui est dans la plus pure lignée en fait des workplace comedy que l'on a vu auparavant. Donc l'année dernière dans le podcast on avait déjà parlé brièvement avec Fred de l'équivalent pour NBC à l'hôpital qui s'appelle Saint Denis Medical. On pense également énormément à Superstore, et je pense que c'est vraiment, je pense qu'en termes d'alchimie, et je pense qu'en termes de casting et on va dire d'archétype de personnage, le pilote en fait est celui qui m'a fait le plus penser à Superstore.
avec ce cadre qui est assez particulier en fait d'une agence fédérale qui est voilà déjà relativement haï des Américains. Il y a un special guest star, donc un acteur très connu qui s'appelle Mark Feuerstein, qui est un râleur de service, donc qui va donner meilleure partie à un des personnages. Et de quoi ça parle? En gros, c'est tout un assemblage de personnages qui est sur la sellette, et le manager, la manageuse, va recevoir la visite de deux enquêteurs, deux inspecteurs internes de l'agence fédérale qui vont rester pendant quelques jours pour déterminer si oui ou non la branche de Hollywood, donc la branche du DMV de Hollywood, va être remplacée par une branche totalement automatisée. Voilà. Donc donc ça va être voilà l'arc un tout petit peu de la saison. Et dans les pieds nickelés, en fait, on a deux têtes connues. En fait, on a en l'occurrence, on a Tim Meadows, qui est donc une vieille gloire de SNL. Et dans le lead, en fait, on a Harriet Dyer, qui est une Australienne qui fait un tout petit peu l'aller-retour en fait entre comédie australienne et comédie américaine, et qui est la plus connue pour être la co-créatrice et actrice principale d'une excellente comédie australienne qui est dispo sur Prime Video, qui s'appelle Colin from Accounts, voilà, qui est une rom-com, voilà, co-créée avec son mari dans la vraie vie, dont avec un chien. Avec un chien, et dont on attend toujours la saison 2, qui a été diffusée, et voilà, et donc sachant que la série est déjà renouvelée pour une saison 3, donc bougez-vous le derche, Prime Video. Du coup, pour revenir à DMV, ouais, ils sont en train d'essayer de résoudre les problèmes de serveurs là. Non, ouais, pas trop non plus. Ouais. Entre AWS et uploader Colin from Account saison 2, en fait, il y a fort à faire à Amazon. Voilà, désolé pour eux. Enfin, d'ailleurs, voilà, bougez-vous le derche, en fait, je dis désolé juste pour la forme, mais vraiment. Du coup, DMV, est-ce que c'est bien? La réponse, c'est pour le pilote, c'était une relative souffrance, étant donné que c'est pas bon signe, parce que c'est typiquement le type de comédie, en fait, qui veut absolument se faire aimer dès le premier tour, dès le premier regard. A vraiment donné un certain un capital sympathie au personnage, et ça donne quelque chose de vraiment un peu, voire beaucoup forcé. Il y a des idées de scène, en fait, qui plantent un tout petit peu bien le décor des galères que peuvent subir les employés du DMV, mais qui sont on va dire beaucoup trop soit beaucoup trop attendu, soit pas assez bien exécuté ou assez drôle. Et de manière générale, ça donne vraiment l'impression d'être écrit par des gens qui savent écrire des vannes, mais qui sont totalement comment dire, pas undercut, mais qui sont limité par un tout petit peu les audiences test, et un tout petit peu l'audience CBS, en fait, qui va vouloir rire avec le plus petit dénominateur commun, ce qui veut dire que donc il y a un des leads masculins, en fait, qui joue le gros lourd de service, qui va dire des choses inappropriées, et ce qui change en 2025 dans une sitcom de CBS par rapport au hasard mon oncle Charlie, c'est qu'on va lui faire remarquer que c'est inapproprié, mais le personnage ne va forcément rien apprendre et s'en foutre un tout petit peu. Et il y a aussi, voilà, il y a des scènes, on va dire, relativement, voilà, donc dès le premier épisode, en fait, on essaie de nous mettre un shipping entre donc le personnage de Harriet Dyer, en fait, qui est la lead, et un des employés néo-zélandais de DMV, qui est voilà un beau gosse. Et pour nous signaler ça, en fait, on met la musique de rom-com, en fait, avec la personne qui a le flash, qui a le coup de foudre sur le mec. Donc ça fait très très 1996. Et voilà, donc il y a énormément d'effets de manche de ce type-là. Donc c'est vraiment lourdingue. Mais néanmoins, malgré ça, il y a un tout petit mini potentiel qui se dégage. Pour ma part, voilà, je trouve que c'est pour un des rares pilotes, en fait, de comédie
une des rares séries à recommander cette saison. C'est vraiment une grosse déception. Je donne pas vraiment cher de sa peau, étant donné que niveau diffusion française, je sais pas si ça va trouver preneur en France, étant donné que le DMV c'est quelque chose de très très américain, même si voilà le format est si, mais en fait ici on l'appellera la préfecture. La sous-préfecture, le département des immatriculations de Hollywood. Après, le DIH. On sait très bien que ce genre de série, la première saison est toujours délicate, le pilote encore plus. Est-ce que faut voir comment ça va évoluer aussi, parce que on en a vu des séries de comédie qui étaient pas très bonnes en première saison, et dont le pilote est quand même très laborieux. Et puis finalement, même Superstore, moi honnêtement au début je trouvais pas ça exceptionnel. Et puis au fur et à mesure, j'ai appris à aimer la série, mais alors après je sais pas dans lequel, j'ai pas vu ce pilote là, mais je pense que c'est un type de genre de série qu'il faut, je pense qu'il faut voir sur la longueur, parce que ça peut tout d'un coup se décanter et devenir plus sympa, quoi. Après, tu as le fait d'être une workplace comédie. Pour l'instant, le gros problème de ce pilote, en fait, c'est que contrairement à Superstore, en fait, c'est pas assez spécifique à son environnement, à part le fait qu'ils sont sur la sellette. Donc ouais, il y a énormément de côté de formule. Et c'est un tout petit peu ce qui limite ce pilote. C'est très symptomatique de ce qui se fait en ce moment, quoi. Malheureusement oui, et c'est je crois que c'est diffusé en codiffusion avec Ghost, je crois, avec la nouvelle saison de Ghost. Je suis pas forcément sûr. C'est bien possible. Ouais, je pense, enfin, de toute manière, c'est quelque chose qui est parfaitement compatible. D'ailleurs, j'en profite pour dire à Netflix, putain, mettez les autres saisons de Ghost, s'il vous plaît. Alors, tu fais bien de le signaler, puisque j'ai la réponse à ta question. Oui. Ça n'est pas Netflix qui va remettre Ghost à la demande, ça va être TF1+. D'ici ils ont une programmation d'Halloween où ils ont prévu de remettre la saison 2 de Ghost, donc CBS, la version de CBS, et la saison 3 inédite, en fait, sachant qu'il y en a pour l'instant. Il y en a pour l'instant 5 qui viennent de démarrer la 5e, et il y a la 4e qui reste inédite. Et donc ça va être directement sur TF1+, je crois, à partir du 30-31 pour Halloween, en fait. Ouais, comme ça tu pourras tout regarder, mais avec 40 minutes de pub. C'est ça. Peu importe. Mais si tu veux, j'en suis à un point où peu importe, même s'il y a 40 minutes de pub. Ou dépenser le truc, ou dépenser la formule sans engagement pour enlever la pub, en fait. Donc ça, oui, j'ai eu la pub. Ils m'ont envoyé un mail tout à l'heure, à partir de 68 centimes par mois. Non, mais c'est ça. Tu peux enlever la pub à partir de, genre, je sais pas, 2 ou 3 euros par mois. Non, je te jure, à partir de 68 centimes. Ah ouais. J'ai reçu tout à l'heure. Après, j'ai pas lu dans le détail, j'ai supprimé. Ou je ferais effectivement l'offre gratuite pour 2 mois, pour 1 mois, et puis j'arrêterai. Mais après, en plus, si tu le prends juste pour regarder Ghost. Voilà. Oui, je m'en fous des pubs. Je veux dire, je me tape des pubs sur Netflix et sur Disney+, et sur je sais pas quoi, enfin sur C'est M6+. vrai, au moins ça donne le temps d'aller pisser, quoi. Et je voulais juste faire un mini ajout, donc avant de te redonner la parole. Donc j'ai aussi vu, là ce soir j'ai terminé Pompoko. Donc un des films du studio Ghibli qui date de 1994, avec une clique de tanuki qui essaie donc de repousser le chantier de la ville neuve dans un Tokyo en pleine expansion. C'était vraiment surprenant. Je m'attendais que ça soit brillant visuellement, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi audacieux dans l'exécution de ses thèmes, aussi audacieux dans la construction de son univers, de ses personnages. La deuxième partie, en fait, notamment avec toute la séquence de la parade, est vraiment on va dire une orgie visuelle, en fait. Bon, voilà, c'est un film familial, mais c'est vraiment, ils sont vraiment lâchés. Il y a aussi pas mal de cruauté, il y a aussi pas mal de choses qui sont relativement terre à terre, qui m'ont pas mal surpris. Donc voilà, pour Mpoko, ça m'a vraiment mis une claque, et j'ai très envie d'aller chercher le contexte de production de ce film, parce que vraiment T'allais dire d'aller chercher le pompon. Non, ouais. Mais c'était j'ai jamais vraiment vu celui-là, mais il faut que je le regarde.
Et donc et ça c'est à la demande sur France Télé pour 2 semaines jusqu'à la Toussaint en fait. Faut se dépêcher. Ouais. À une époque, ils étaient tous sur Netflix, mais je crois que c'est plus le cas. Non, il y avait, en fait, les studios Ghibli, ils ont surtout mis les Hayao Miyazaki. Je crois que ça a été retiré. Et là, ce qui est programmé sur France 4 et sur France TV, c'est des Ghibli hors Miyazaki, donc avec des films de Goro Miyazaki, mais pas de Hayao. Voilà. Ok, ben je regarderai ça. Super tout ça, des bonnes recommandations. Moi, de mon côté, j'ai des trucs un peu moins fleuris. Puisque cette semaine, je me suis replongée dans une série qui, si on veut être honnête, n'a jamais été un rayon de soleil. C'est Hightown. Et Hightown, c'est une série où tout le monde a l'air de sentir le sel, la sueur et la culpabilité. Et j'y suis retournée pour une 3e et dernière saison. Et le sexe, n'oublie pas le sexe. C'est vrai, le sexe. Même si dans la 3e saison, un petit peu moins quand même. Mais voilà, c'était la dernière saison qui est diffusée sur Stars. Et en France, démerdez-vous. Voilà, essayez de trouver Stars. Il y a Lionsgate Plus qui a effectivement les 2 premières saisons, mais ils n'ont pas fait la 3e et dernière. Il n'y a pas la 3e, ouais. En tout cas, l'action se passe toujours à Cape Cod, ce coin de paradis pour touristes, sauf que derrière les plages et les mouettes, c'est surtout un terrain de jeu pour les trafiquants de drogue, les flics borderline et les gens en quête de rédemption. C'est un peu comme si on mélangeait les Dents de la Mer avec The Wire, mais avec des maillots de bain. Voilà, faites le mélange dans votre tête, ça donne à peu près ça. Et au milieu de tout ça, il y a Jackie Quiñones qui est jouée par Monica Raymond qu'on avait connue dans Chicago Fire. Et en fait, Jackie, c'est une flic de... Je sais pas comment s'appelle ce département de la pêche, des bateaux et de tout ça, là. Puisque ça n'existe que là-bas. C'est absolument incroyable. C'est une ex-toxico, une ex-fêtarde, mais pas si ex que ça, qui tente d'avoir une vie à peu près normale tout en résolvant des meurtres. Bon, spoiler, elle y arrive pas très bien, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Cette saison 3, elle démarre avec Jackie au plus bas. Elle se réveille sur une plage, sans voiture, sans téléphone, sans souvenir précis de comment elle est arrivée là. Sans chemise, sans pantalon. C'est un peu ça. En fait, elle a retrouvé un t-shirt, mais il est plein de sang. Donc, écoute, peut-être vaut mieux être sans chemise, sans pantalon à ce moment-là. Ça a dû être une Fashion Week sanglante, en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est littéralement le lendemain de trop et dès cette première scène, on sent que ça va pas être une balade légère, mais en même temps, les 2 premières saisons n'étaient pas non plus un parcours de santé. Pendant ce temps, on retrouve son collègue Ray Abruzzo qui est toujours joué par James Badgedale, qui essaie tant bien que mal de sauver sa carrière, son couple et sa dignité. Spoiler bis, il n'y arrive pas non plus. Ray, c'est un peu l'équivalent masculin de Jackie, il est brillant mais autodestructeur. Plus sympathique quand même. C'est un bon flic, mais c'est un très mauvais humain. Et voilà. Il y en a un qui a ni l'un ni l'autre. Et autour d'eux, il y a toute une galerie de personnages abîmés, notamment Osito Delgado, qui est le dealer qui a survécu à peu près tout et qui essaie de changer, mais la rue le lâche pas comme ça. Et on a aussi donc René. C'est la rue. C'est la rue. On a aussi Renée, la compagne de Ray, qui jongle entre maternité, amour toxique et tentation du retour aux vieilles combines. Bon, ça, en tout cas, c'est une saison où tout le monde veut s'en sortir, mais personne n'y arrive vraiment. Et le truc fort dans Hightown, c'est que allégorie de notre situation en France. On vit vraiment dans une saucisse. Oui, c'est ça. Avec peut-être un peu moins de cocaïne, parce que la cocaïne, ça coûte cher. Mais la saucisse, elle est pleine de sable, en fait, dans Hightown. Tout à fait. Et la France, elle n'est pas pleine de sable, sauf en Bretagne. C'est vrai. La saucisse est pleine de galets en Bretagne. En fait, Hightown, c'est vachement bien parce que ça parle d'addiction sous toutes ses formes. On parle d'alcool, de drogue, de sexe, de pouvoir. Et en fait, chaque personnage est accro à quelque chose. Et la série ne juge jamais vraiment. En tout cas, elle montre, plutôt que juger, elle montre la rechute, la honte, les petites victoires. C'est pas glamour, mais c'est pas moralisateur non plus. Et c'est sans doute ce qui rend cette saison 3 particulièrement touchante, puisque Jackie essaie vraiment de rester clean, de retrouver un équilibre. Mais la vie continue de lui balancer des tests façon niveau expert. Et on sent qu'elle lutte contre elle-même autant que contre les dealers. Et c'est pas facile. Narrativement, cette dernière saison garde la structure du polar. On a une enquête, on a des meurtres, on a du trafic, on a des infiltrations, etc. Mais le cœur du truc, c'est surtout les personnages. Chaque épisode va nous ramener à cette idée que le système est pourri et que la ligne entre les bons et les mauvais est plutôt floue et que même les héros sont des gens qui tombent à un moment donné.
L'enquête de cette saison, elle tourne autour de disparitions de femmes, de prostitution et d'un réseau qui se complexifie. Mais honnêtement, cette enquête, elle est plutôt secondaire puisque ce qu'on retient, c'est comment tout ça va peser sur les personnages Jackie, Ray et les autres. Et justement, donc Monica Ramone qui joue le rôle de Jackie, elle est absolument formidable. Elle porte vraiment la série sur ses épaules. Et c'est assez rare de voir une actrice comme ça qui joue la déchéance sans filtre et sans coquetterie. Elle transpire la fatigue, la frustration, mais c'est aussi une vraie force intérieure. Et en fait, Jackie, c'est un personnage qui donne envie de la secouer et en même temps de la serrer dans ses bras en même temps. Elle est aussi attachante que tête à claque. Et c'est toute la force du personnage. Attachante. Non, parce qu'attachante, c'est vraiment nunuche, quoi. Et elle est très loin de la nunuche. Mais voilà, c'est tout ce mélange qui rend la série addictive, sans mauvais jeu de mots. Et en fait, on regarde pas Hightown pour le mystère, on le regarde plutôt pour ces moments où en fait les personnages se regardent dans la glace et se demandent si ils sont encore sauvables. Et c'est pas que la narration qui est très bonne, puisque visuellement, Hightown garde aussi sa patte. Il y a beaucoup de contrastes entre la beauté des plages et la crasse des ruelles et de tout ce qu'on va nous montrer des personnages. On a un montage hyper nerveux, mais c'est pas non plus clippé. On a une photo magnifique et on a une musique qui renforce vraiment ce côté mélancolique. Il y a une vraie ambiance de fin d'été avec cette lumière dorée qui rend tout un peu triste et un peu beau à la fois. Et cette saison 3, c'est vraiment la saison de la maturité et de la fin, forcément. Parce que voilà, Hightown s'arrête là. Mais c'est une bonne fin. Elle n'est pas parfaite, mais elle est assez honnête. Il n'y a pas de cliffhanger artificiel. Il n'y a pas de tentative de lancer un spin-off juste pour en faire un. On a juste une conclusion qui dit, voilà, on a raconté ce qu'on avait à raconter. Et franchement, dans le monde des séries, c'est plutôt un miracle et c'est assez appréciable. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la cohérence émotionnelle, parce que chaque personnage va rester fidèle à ses contradictions du début jusqu'à la fin. Ce qui est hyper cool aussi, c'est l'évolution de Jackie. Elle devient jamais une héroïne modèle, mais en tout cas, elle est une héroïne crédible. Et aussi que la série, elle aborde la dépendance avec beaucoup de nuances et sans clichés. Et on a vraiment une ambiance unique. C'est un polar poisseux, sensuel et mélancolique. Si on veut être un petit peu tatillon, il y a certains arcs qui sont un peu précipités. On a quelques personnages secondaires qui disparaissent un peu trop vite. Et parfois, la série semble vouloir tout boucler sans se donner trop le temps. Mais franchement, c'est assez mineur. Et voilà, quand on finit la série, on se dit vraiment, voilà, c'était dur. Mais c'était très bien. Donc voilà, Hightown, c'est vraiment la preuve qu'un polar peut être intelligent, sensuel, social et émotionnel à la fois. C'est une série qui parle d'addiction, de culpabilité, de rédemption, mais surtout d'humanité. Et même si tout n'est pas rose, on termine sur une note d'espoir un peu cabossée, mais sincère. Alors voilà, donc du coup ça s'arrête après 3 saisons. Et quelque part, c'est bien comme ça, parce que toutes les bonnes descentes ont une fin, heureusement. Et voilà, donc c'était très bien, je vous la recommande. Et voilà, donc vous avez les 2 premières saisons sur Starz chez nous, et la 3e, débrouillez-vous. Et là, je voulais rajouter 2 petites choses. Monica Raymond, en fait, qui joue la star qui joue Jackie. C'est également une productrice et elle a également profité de la série en fait pour réaliser pas mal d'épisodes en fait. Donc c'est vraiment une triple menace et c'est vraiment c'est vraiment le type de série en fait qui n'hésite pas à mettre les femmes derrière la caméra, qui n'hésite pas à mettre plus de représentation queer à l'écran. Donc c'était même pour les séries stars qui sont quand même qui n'ont pas beaucoup de reproches par rapport à tout le line-up des plateformes, c'est quand même assez rare pour être signalé. Mais oui, enfin Monica Raymond, je pense qu'elle va vite repasser derrière la caméra sur son prochain projet. Et l'autre chose, c'est que Rebecca Cutter, qui est la créatrice de la série, a enchaîné donc pour quelque chose qui devait être pour Starz mais qui a été racheté par Netflix, qui s'appelle The Hunting Wives. Donc là c'est plus son polar qui tâche avec Brittany Snow et Melina Kerman, qui a été diffusé donc en juillet sur Netflix, sachant que la série n'est pas dispo sur Netflix mais elle va arriver d'ici 2 semaines sur Polar Plus. Voilà. Ah là là, mais merci pour ces petites infos. Olivier, tu as vu beaucoup d'images qui bougent sur un grand et un petit écran. Oui, exactement. J'ai vu 5 films cette semaine et du coup j'avais envie de faire un petit récap avec un petit mot pour chaque film pour vous donner un petit peu des indications sur ce qu'il faut voir en ce moment ou pas au cinéma. J'ai vu Un simple accident de Jafar Panahi qui est la Palme d'Or du dernier festival de Cannes. Du coup moi j'ai trouvé le film
bien foutu, mais pas non plus exceptionnel. Par exemple, forcément, je suis obligé de comparer avec Les graines du figuier sauvage de Rasoulov, qui a été présenté l'année dernière, qui est un film également iranien et qui m'avait bien plus impressionné dans ce style de film très engagé et fait à la façon de la contrebande, tourné de manière pirate, on va dire. Le film reste très intéressant. C'est plutôt réussi dans sa partie comédie, c'est plutôt émouvant sur la fin. Mais malgré tout, j'ai pas été pris à la gorge comme avec Les graines du figuier sauvage. Je pense que ça vient surtout du fait que, et ça c'est pas de la faute du film, hein, c'est que il arrive après un film comme Les fantômes de Jonathan Millet qui est sorti l'année dernière, qui traite exactement du même sujet, c'est-à-dire que c'est l'enquête d'une victime de torture qui pense qu'il a retrouvé son bourreau et qui veut en être sûr avant de se venger. Donc le thème en soi est quelque chose de très intéressant, très très prenant et tout, mais je trouve que Les fantômes le faisaient de manière plus troublante et plus marquante, presque de manière plus sensorielle, et du coup je trouve que le film de Panahi est plus anecdotique sur ce sujet-là. Donc voilà, c'est un bon film, mais honnêtement, j'ai préféré. Il y avait Taxi Téhéran, il y avait trois visages avant, qui étaient les films de Panahi quand il était en prison ou quand il est sorti de prison, et je trouvais que c'était des films plus marquants. Donc voilà. Sinon, j'ai vu Nouvelle Vague de Richard Linklater. Donc c'est le réalisateur de la trilogie Before et puis de Boyhood. C'est un réalisateur très prolifique qui revient cette fois-ci avec un hommage à la Nouvelle Vague en nous racontant les coulisses du tournage du film d'À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Honnêtement, le film n'est pas passionnant. Pour moi, il n'a qu'un seul mérite, c'est celui de montrer que, à mon avis, Godard est une imposture. On est bien d'accord. Et vraiment, enfin, tout le film me fait penser ça à chaque seconde, même si je pense que le but du film n'est pas du tout ça, mais plutôt de rendre hommage. Et notamment, il y a un moment donné où le chef-op de Godard, sur À bout de souffle, dit, en parlant de Jane Seberg et de Belmondo, qui sont les deux acteurs principaux du film, il dit heureusement qu'ils éclairent la pellicule parce que sinon ce film ce serait n'importe quoi. Bon, globalement, je trouve qu'il a bien résumé ce que je pense d'À bout de souffle et de la Nouvelle Vague. De la Nouvelle Vague et de Nouvelle Vague. Donc voilà. Effectivement, les deux acteurs qui jouent, Jane Seberg et Belmondo, sont très bons. Après, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir au cinéma? Je suis pas sûr. Sauf si vous êtes très fan d'À bout de souffle, et à ce moment-là, je suis désolé. Moi, ça me fait souffler À bout de souffle. Ouais, voilà, c'est ça. On est à bout de souffle à la fin du film, mais et pas pour des bonnes raisons. Mes fesses, elles sont comment, mes fesses? Alors ça, c'est le mépris, ça. Ah oui, merde, je confonds. Ah oui, À bout de souffle est presque... Enfin, À bout de souffle est plus intéressant que le mépris. À bout de souffle, j'en ai un mauvais souvenir parce que j'ai dû faire un exposé à la fac dessus. Mais franchement, c'est un truc qui est sous prétexte de liberté, de machin de trucs. C'est un ensemble de faux raccords et de réflexions philosophiques à la con. Ça se masturbe sur son truc, là. Voilà. Ouais. C'est globalement beaucoup moins chiant et beaucoup moins dur à regarder que le mépris. Mais voilà, on est des très mauvais cinéphiles. Je pense qu'il y a plein de cinéphiles qui sont en train de s'étrangler, notamment ceux qui sont en école de cinéma, puisque je pense que la Nouvelle Vague n'intéresse absolument que les étudiants en cinéma. Oui, et ben pour le coup, pour avoir été en école de cinéma, je peux te dire que en vrai, c'est du pipeau. Tout le monde déteste Godard et nous, on nous l'a présenté comme le plus grand arnaqueur, de comment il arrivait à soutirer de l'argent de France Télévisions et compagnie en leur vendant des documentaires qu'il n'a finalement jamais réalisés, mais qu'à la place, il s'est construit une maison et acheté plein de voitures. Ah oui. Voilà. Il aurait pu être dans le gouvernement Le Cornu 2. Oh bah oui, largement. Godard, ministre de la Culture. Ça, franchement, ça nous aurait fait des vacances. Ah oui. Bon, ça aurait été moins pire que Rachida Dati en même temps.
Sinon, je suis allé voir Nino de Pauline Noques. Du coup, on peut parler d'un film qui ressemble un peu plus à un film qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui apprend le vendredi qu'il va devoir commencer le lundi suivant une chimiothérapie pour soigner un cancer de la gorge. Donc voilà, c'est hyper déconne. C'est plus la nouvelle vague là. C'est plus les swinging 60s. Non, pas du tout là. Mais le but du film, c'est justement de désacraliser un peu le truc, de rendre ça moins pathétique, pathos plutôt que le pitch ne le dit, et notamment en mettant un petit twist là-dedans, c'est que en fait quand il rentre chez lui après avoir appris qu'il a un cancer et qu'il doit commencer très très rapidement sa chimiothérapie, il s'aperçoit qu'il a perdu ses clés et qu'il ne peut pas rentrer chez lui. Puisque le concierge n'est pas disponible pendant le week-end. Donc il va devoir errer dans Paris, aller chez des amis, voilà, pendant tout le week-end et réfléchir un petit peu et appréhender sa maladie qu'on vient de lui apprendre. Globalement, moi je suis assez mitigé sur le film parce que c'est un film qui crie pendant 1h30 regardez comme je suis tendre, regardez comme j'ai pas du tout envie de traiter la maladie comme quelque chose de triste, mais je prends quand même un acteur qui a un regard de chien battu, comme ça va vous émouvoir. Bon, à force de faire ça, bah oui, il arrive à nous émouvoir parce que faut être globalement sans cœur pour ne pas être attendri par l'histoire. Mais je trouve que c'est quand même un peu forcé, quoi. Et du coup, même si sur la fin, à force de nous asséner l'émotion, bah, elle finit par venir. Moi, j'ai quand même l'impression de voir un film d'une bonne élève qui a bien tout retenu ce que le CNC aime voir dans les dossiers de candidature. Et voilà, quoi. C'est presque une parodie de film français. Bon, c'est mignon, mais très scolaire, quoi. Donc, mais je pense que ça va plaire à beaucoup de gens parce que c'est un sujet qui en général plaît et qui en plus traité de cette manière-là va faire plaisir aux gens. Sinon, je suis allé voir Marche ou crève aussi, un film complètement différent à nouveau puisque c'est un film qui est tiré d'une nouvelle de Stephen King et c'est un film qui raconte comment une bande de jeunes hommes dans une Amérique dystopique, dictatoriale qui sort d'une guerre. Et en fait, ces jeunes hommes s'engagent dans une marche où chaque fois que l'un d'eux abandonne ou descend 4 fois en dessous des 5 km/h, bah, en fait, il se fait buter par des militaires qui les suivent. Et le gagnant de cette course, enfin de cette marche mortelle, gagne une très grosse somme d'argent. Et voilà, ce qui est très intéressant parce que visiblement c'est une période où le pays subit une grosse crise économique et donc du coup c'est bien d'avoir plein d'argent. Honnêtement, si je suis honnête, le film m'a capté malgré tout. J'ai été pris par l'histoire. On se prend forcément au jeu assez rapidement. Pour savoir qui va gagner, qui va se faire tuer, que va faire le gagnant. Enfin voilà, il y a un côté un peu Hunger Games qui fonctionne, mais qui fonctionne en fait parce que c'est comme dans une télé-réalité, quoi. Même si ça ne nous intéresse pas trop, on a quand même envie de savoir qui va gagner. Mais je passe mon film à voir tous les défauts, les incohérences du film, les grosses ficelles. Enfin voilà, il y a quand même il y a quand même des gros problèmes au film, mais malgré tout, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais j'ai l'impression que voilà, le matériau de base de l'histoire en elle-même, elle a pas été fouillée jusqu'au bout. Je pense que le hors-champ, c'est-à-dire le reste de la société, n'est pas traité de la bonne manière, n'est pas traité quasiment tout court, et que avec un peu plus de perfectionnisme, et notamment dans le rendu de l'effort, parce qu'il marche quand même 500 km. À la fin, on n'a pas du tout l'impression qu'ils ont marché 500 km. Donc, je pense qu'avec un peu plus de perfectionnisme et un peu plus d'ambiguïté, je pense que le film aurait été vraiment plus intéressant à regarder. Malgré tout,
ça reste un divertissement correct qui fait passer. Je crois qu'il est pas si long en plus, donc il doit faire 1h40, un truc comme ça. Donc on passe pas un mauvais moment et au final c'est pas si mal. Je trouve que malgré tout le côté politique est quand même très soft et qu'ils auraient pu y aller un peu plus violemment. Marc Hamill qui joue l'espèce de dictateur qui suit la marche fait caricature un petit peu trop Trump. C'est un peu trop voyant. Et on sait très bien que Mark Hamill déteste Trump et qu'il le crie très fort. Et donc, je pense qu'il a fait ce film pour faire du Trump. Mais c'est pas très subtil, quoi. Donc, voilà. Je trouve que le film a quand même beaucoup de défauts. Malgré tout, j'ai passé un bon moment, quoi. Le film pour moi de la semaine, enfin vraiment le film que j'ai le plus aimé, c'est La vie de château, mon enfance à Versailles de Clémence Madeleine Pedria et Nathaniel. Alors je sais pas comment on dit son nom, c'est H-Limi ou Limi tout court, c'est H''Limi. Donc c'est un film d'animation qui raconte l'histoire d'une petite fille de 7 ans qui a perdu ses parents dans les attentats du 13 novembre 2015 et qui doit aller vivre chez son oncle qui est un gros célibataire bourru et qui est surtout l'homme à tout faire du château de Versailles. Et donc elle emménage chez lui dans une petite maison qui se trouve à l'intérieur même du parc du château de Versailles. Et sauf que cet oncle, elle l'aime pas du tout et elle trouve qu'il pue. Parce qu'en fait, il utilise, pour nettoyer le parquet du château, il utilise des produits qui sentent très fort et il finit par sentir comme eux, donc elle trouve que vraiment il pue trop. Et du coup, évidemment, le début de leur vie commune va être un peu compliqué et puis après, au fur et à mesure, ils vont apprendre à vivre ensemble et puis petit à petit même à s'apprécier. Et voilà, donc c'est un très joli film, très sensible, très tendre, souvent très drôle. Il y a plein de personnages secondaires qui sont attendrissants, dont le meilleur ami de la gamine qui est hyper gentil, hyper solidaire avec elle et qui est un peu gaffeur, donc il est assez marrant. Il y a le personnage de l'oncle, vraiment que je trouve qui est un très joli personnage, dont on va découvrir un petit peu l'histoire, son histoire avec sa famille, mais aussi comment il est devenu l'homme à tout faire du château de Versailles. C'est une histoire qui est à la fois triste, mais en même temps très commune et très et vraiment très universelle. Donc vraiment, c'est un joli film qui est très joliment réalisé et, euh, et et je trouve que ce que Nino essayait de faire, c'est-à-dire de ne pas nous asséner la tristesse, ce film-là y arrive et il réussit à nous inoculer seulement des petits moments de tristesse parce qu'en fait il garde tout le temps le point de vue de l'enfant et en fait l'enfant lui c'est sûr il a une forme de tristesse en lui mais il comprend pas totalement ce qui se passe, il comprend pas totalement ce qui lui arrive et donc ne saisit pas forcément tous les aspects, il les ressent mais il n'arrive pas à les réellement à savoir à quoi ils correspondent. Et, euh, mais nous, par contre, on comprend ce qui se passe. On comprend ce qui se joue. On comprend ce que ressentent ses grands-parents quand ils lui sourient et que derrière, on sent qu'ils voient leur fille qui a été tuée dans les attentats. On sent, voilà, on ressent toute leur tristesse malgré le fait qu'ils essayent d'être heureux avec leur petite fille. Et en fait, toute cette tristesse des adultes sous-jacente qui se mêle à la colère et à la naïveté de l'enfance, tout ça, ça donne un cocktail doux amer dont on ressort vraiment avec un sentiment de vitalité plus que de désespoir. Et voilà, la force du film, c'est ça, c'est vraiment de créer de la vie, de créer de l'espoir, là où des terroristes essaient de créer de la peur, du conflit et de la mort, quoi. Donc vraiment, c'est un très joli film que je vous recommande. Ça s'appelle La vie de château, mon enfance à Versailles. C'est un film d'animation et ça dure 1h20, donc c'est très court. Et vous pouvez y aller avec vos enfants, même s'ils vont pas tout saisir. Il y a quelque chose
de très joli et beaucoup d'humour. Donc ils vont ressortir là. Je pense que c'est une bonne porte pour créer des discussions avec vos enfants. Enfin, c'est vraiment un super film. Et j'ai également vu un film qui, alors lui, n'est plus au cinéma, n'est plus du tout à l'affiche, puisqu'il est sorti l'année dernière, mais le problème, c'est que je l'avais loupé à sa sortie. Mais il est arrivé sur Canal en ce moment, et c'est The Insider de Steven Soderbergh. Et alors le pitch du film, il est très simple. C'est l'histoire d'un agent secret à qui on va confier la tâche de démasquer une taupe à l'intérieur des SIS. Donc c'est les services secrets britanniques. Sauf que parmi les suspects, on retrouve sa propre femme. Donc il va se retrouver un peu le cul coincé entre deux chaises avec un dilemme. Est-ce qu'il doit sauver son couple ou sa patrie? Et donc le pitch est très simple. Et j'ai vraiment adoré ce film, quoi. Je l'ai trouvé. En tout cas, c'est enfin choisir entre le cul de sa femme et le cul de la patrie aussi. Ça peut être vu comme ça. C'est exactement ça. Et donc lui, il doit sauver son cul aussi. Donc c'est vraiment beaucoup de cul. C'est une grande Du histoire. cul, du cul. Ouais, mais Étienne Moujotte aurait été content. Et vraiment, je trouve que c'est un film qui est absolument, qui est hyper malin d'abord. Enfin vraiment, je suis ressorti là en me disant putain, c'est vraiment malin. C'est très jouissif à suivre. C'est un peu comme si on avait mélangé un roman d'Agatha Christie avec un film de James Bond. C'est vraiment un whodunit d'espionnage, comme si Hercule Poirot prenait le rôle de James Bond. Et on sent que tout le monde, de Soderbergh, le réalisateur, tous les acteurs, donc il y a mince, son nom m'échappe. C'est Michael Fassbender et la fille, c'est je vais vous retrouver ça tout de suite parce que ma mémoire est toute pourrie. Non, mais on était sur une thématique où on est vieux. Faut oui, rester dans la mais thématique. je suis vieux, mais je suis vieux depuis très longtemps. Donc c'est Kate Blanchett, Ok. évidemment, qui joue sa femme. J'avais Jessica Chastain qui me venait en tête alors que c'est pas du tout elle. Donc on voit vraiment que Soderbergh en tant que réalisateur, que chaque acteur s'amuse à faire ce film. C'est vraiment un exercice de style. Et du coup, vraiment le plaisir, il est totalement communiqué au spectateur et on passe un super moment de cinéma. J'ai l'impression qu'on n'a pas trop parlé du film à sa sortie. Et en fait, ou alors très mal en tout cas. Et je trouve que c'est bien dommage parce que franchement, à part le début où on comprend pas trop ce qui se passe, c'est-à-dire que le début du film est un peu étrange. Après, on rentre vraiment dans l'enquête pure et on est plongé dans une intrigue vraiment très très fun à suivre, avec un traité d'une manière très flegmatique à la britannique, avec plein de rebondissements en tout genre, et puis avec beaucoup d'humour anglais. Donc vraiment, c'est hyper agréable à suivre. C'est très court aussi, ça dure 1h30 je crois. Donc vraiment un super moment de ciné que je vous conseille actuellement sur MyCanal, c'est The Insider. C'est vraiment top. Et pour sortir des films, j'ai commencé la saison 3 de Superman and Lois. Et donc je vous en ai déjà parlé quand j'ai commencé parce que je trouvais que la saison 1 était vraiment bien. Et en fait, je trouve que après une saison 2 qui était un petit peu laborieuse, j'ai commencé la saison 3 et je dois dire que la saison 3 se positionne exactement là où je pense que tous les récits de Superman devraient se positionner. La saison 2, elle était laborieuse parce qu'en fait, les scénaristes, ils ont empilé les super méchants avec plein de super pouvoirs. Et du coup, il fallait empiler les super héros avec plein de super pouvoirs pour battre les super méchants avec plein de super pouvoirs. Et en fait, au bout d'un moment, moi, j'y croyais pas trop. Je m'en foutais surtout. Et puis surtout, je savais que Superman, de toute façon, il était trop fort et qu'il allait gagner à la fin. Donc, ça ne m'intéressait pas des masses. Mais je suis quand même allé au bout de la saison. Et la saison 3, en fait, les scénaristes ont pris un virage quasiment à 180 degrés, puisque au lieu d'empiler les super pouvoirs, ils ont décidé de confronter le couple Superman et Lois à la maladie. Et pour moi, c'est vraiment l'idée géniale, c'est vraiment ce qu'il faut faire avec Superman, parce que s'il y a bien une chose que Superman ne peut pas contrôler, c'est la santé des autres, et encore moins de ses proches. Et là, on voit tout d'un coup, que finalement, c'est un super-héros qui est faillible. C'est un super-héros qui a plein de pouvoirs, mais qui est totalement impuissant face à la maladie.
Et là, vraiment, sans mettre des gros moyens et tout, on arrive à mettre ce super-héros en danger. Et moi, personnellement, je trouve ça vraiment plus intéressant et je trouve que à l'avenir, alors évidemment, ce sera pas le cas parce que les studios, ils ont besoin de spectaculaire et de machin, mais je pense qu'à l'avenir, le futur de Superman va passer par l'intime. Parce que on a déjà tout vu de ses super pouvoirs, on a déjà tout vu de sa capacité à tuer des super méchants. Et maintenant, ce qu'on a envie de voir, c'est comment il gère l'intime. Et finalement, c'est ce qui fait que il est un humain parmi les humains, malgré ses super pouvoirs, quoi. Et je trouve que la saison 3 arrive à tenir ça sur toute sa longueur. En plus, la saison est un peu plus courte, il y a 13 épisodes au lieu de 15. Et je trouve qu'elle arrive à mettre le doigt sur des choses intéressantes. Et déjà, rien que de parler de cancer et de chimiothérapie dans une série grand public, c'est pas si courant que ça. Et rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup d'être vu. Donc voilà, je trouve que la série se reprend bien après une saison où ils ont essayé de faire plus spectaculaire que la précédente. Et ils ont eu l'audace de partir sur quelque chose de très différent. Et je trouve que ça fonctionne vraiment très bien, quoi. Donc, à nouveau, je vous conseille Superman et Lois, qui est disponible sur HBO Max actuellement. Ok. Bah écoute, très bien. Moi, je crois que j'avais regardé que le premier épisode de Superman et Lois et j'avais pas du tout accroché. En même temps, je crois que j'avais un trop plein de DC Universe, quoi. Ouais, l'intérêt de la série, c'est qu'elle prend un petit peu le contre-pied de tout ça. Comme je dis, à part la saison 2, qui m'a moins intéressé parce que justement, ça revenait un peu là-dedans. Mais sinon, globalement, la saison 1, on est plus dans un espèce de soap super-héroïque. Vraiment, c'est l'histoire de la famille, ses problèmes, ses machins, ses trucs et tout. Donc, il y a vraiment un côté soapesque qui est assez marrant. La saison 2, on est vraiment dans le super héroïque à la DC. On se rapproche plus des Snyder et autres et autres trucs. Enfin voilà, qui m'intéressent pas trop. Et la saison 3, on part dans quelque chose de plus intime et franchement, ça, je trouve ça vraiment intéressant. En tout cas, l'avantage de s'être quand même éloigné de tout ce qui se faisait à ce moment-là sur la CW et qui n'a pas cherché à faire une série pour ados. Ah, mais clairement, on n'est pas sur une série pour ados là. On est sur une série pour adultes et puis vraiment qui parle des préoccupations. Alors, il a 2 ados, Superman, donc malgré tout, il y a les préoccupations ados qui sont dedans, mais presque plus du point de vue de la relation entre les ados et les parents que purement ados, quoi. Donc oui, il y a quelque chose de... Voilà, on est vraiment sur l'intime, sur la vie de famille et comment on peut gérer ça quand les super pouvoirs ne le permettent pas. Ce qui est plutôt pas mal parce que jusqu'à maintenant, Superman était plutôt montré comme le mec invincible, le gendre parfait, que rien ne peut terrasser. Et finalement, comme tu disais, il n'y a plus de surprise à un moment donné. Tu sais que Superman va gagner. C'est ça. Et par exemple, on voit dans cette saison que il en fait trop. Clark, tu vois, c'est le gendre parfait. Et il a toujours tout résolu dans sa vie. Il a toujours. Sauf que là, il n'a pas les clés. Il sait pas comment aborder le truc. Et du coup, il va en faire trop. Et il fait que des conneries. Et du coup, finalement, est-ce que c'est pas ça qui le rendrait humain, hein? Exactement. C'est incroyable, on va savoir qu'il l'avait fait exprès. Je crois que c'était le but. Ouais. Florian, de ton côté, tu as regardé la série qui est censée relancer USA Network, si je dis pas de bêtises. Oui, ça n'est pas une bêtise, mais c'est quand même mettre beaucoup de poids sur les frêles épaules de The Rainmaker. Je voulais juste parce que j'ai été vérifié entre temps et en fait pour les gens qui souhaitent regarder Hightown, et vous devriez regarder Hightown parce que Hightown c'est le bien. Pour toutes les raisons qu'Elodie a exposées. Elle n'est malheureusement plus sur Lionsgate+, mais les 2 premières saisons sont
sont à l'achat en VOD, donc si vous avez 40€, achetez-les. Sinon, soyez patient, peut-être que HBO Max ou Netflix vont les récupérer, puisque c'est le catalogue Lionsgate. Voilà. Oui. Donc voilà, c'est un peu le bad, mais voilà, la série le mérite. The Rainmaker, donc. Alors, c'est effectivement un petit cours d'histoire. USA Network, c'est une des chaînes câblées leader en fait aux États-Unis depuis les années 80-90. Donc du basic cable, c'est-à-dire qu'un maximum d'Américains les avaient. Et au début des années 2000, ils ont lancé une politique ambitieuse de production de séries originales. Et au fur et à mesure, avec le succès aidant et le succès international de ces séries aidant, on a donné le surnom en fait des séries, on va dire Blue Sky en fait, c'est-à-dire des séries, des dramas, on va dire légers, avec des gens extrêmement beaux et attractifs et sexy, qui se mettent qui sont plus intelligents que tous et qui se mettent dans des situations pas possibles. On a entendu parler de une de ces séries phares de USA Network qui donc avait arrêté de produire ce type de série à peu près au moment où ils ont lancé Mr. Robot. Enfin plus ou moins en fait. Donc en début d'année il y avait Suits en fait qui a eu une résurgence même en cours d'année dernière 2024. Suits en fait a une résurgence en fait d'audience sur Netflix, qui a fait commander un spin-off mais qui n'a pas été diffusé sur USA, qui a été diffusé sur NBC, qui s'appelait Suits LA et qui s'est fait dégager. Donc ça partait pas super bien. Et entre-temps, USA Network, au niveau corporate, en fait, ils vont se faire, ils ont décidé, en fait, Universal, en fait, à qui appartient USA Network, a décidé de mettre toutes ces chaînes du câble dans un seul nouveau groupe qui s'appelle Versant. Et ce nouveau groupe, en fait, parce qu'il perd beaucoup d'argent, parce qu'il n'y a plus assez de revenus pub, c'est comme ça, appartient toujours à Comcast, mais en fait, va être un nouveau groupe totalement indépendant. Ce que ça change, c'est qu'il va à nouveau falloir un tout petit peu rendre les chaînes sexy, dont USA Network et dont Sci-Fi. Et il y a eu donc une volonté pour les gens restant à bord de revenir à faire de la production de séries originales. Et il n'y en a pas énormément qui sont, tu vas me corriger si je me trompe, il n'y en a pas énormément, il y en a à peu près 3 ou 4 qui sont soit en production, soit en développement pour USA Network. Par rapport à il y a 15 ans, 20 ans, c'est vraiment très très peu. Mais ce qui était intéressant, c'est que USA Network, il y a près de 25 ans, lorsqu'ils ont lancé leur production de séries originales, ils s'y sont pris avec Monk, donc on ne présente pas, mais un tout petit peu après, ils ont fait un drama super dark qui s'appelait Touching Evil, en fait, qui a jamais été rediffusé, qui était avec Jeffrey Donovan, future star de Burn Notice, et Vera Farmiga, future star, tout court, je l'aime d'amour, donc on va pas faire son CV. Vera Farmiga, c'est superstar. Anyway. Touching Evil, en fait, était beaucoup plus dark et était beaucoup plus sur quelque chose de très dramatique, chasse au serial killer avant que ce soit cool, etc. Et ça a été abandonné après 13 épisodes, mais il y a eu quand même quelques tentatives de faire quelque chose qui était des séries plus sombres. Un tout petit peu après, en même temps que Mr. Robot, donc il y a une petite dizaine d'années, il y a eu aussi The Sinner avec Jessica Biel, qui a duré quand même 4 saisons. Et The Rainmaker, c'est ni l'un ni l'autre, c'est une réadaptation du roman The Rainmaker, l'idéaliste de John Grisham, qui, donc ça leur facilite pas la tâche, a déjà été adapté par un réalisateur pas super connu qui s'appelle Francis Ford Coppola, en fait. Donc il a réalisé un film assez oublié des années 70 qui s'appelle Le Parrain, et un autre film qui s'appelle Apocalypse Now. Ouais, Apocalypse Now. Et c'était avec Matt Damon et Danny DeVito et Mickey Rourke. Donc voilà, quelque chose aux petits oignons. Donc ça, le fait d'avoir déjà eu cette adaptation de prestige, même si c'est en retrait par rapport aux gros morceaux de la carrière de Coppola, ça leur facilite pas la tâche. Enter les deux créateurs de cette série, qui sont des vieux routiers de la création de Network, en fait. Donc c'est Michael Setzman et Jason Richman. Et Michael Setzman, il a notamment été à bord de Code Black pour CBS. Et Jason Richman, il a co-créé la courte série avec Cobie Smulders, Stumptown.
Donc c'est des gens qui sont spécialisés un tout petit peu dans le procédural, le policier, et c'est vraiment des vieux routiers du genre. Alors, The Rainmaker, ça a débarqué mi-août, c'est une des premières séries dramatiques à être diffusée par USA Network depuis l'interruption de production il y a genre 3 ou 4 ans. Donc voilà, c'est un reboot en quelque sorte. Alors, c'est pas la série du siècle, c'est vraiment... C'est pas, j'aurais pu parler de Task, de séries HBO, de séries premium, etc. Et The Rainmaker, c'est vraiment une série, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Donc quand je dis traditionnel, en fait, les amateurs de séries, j'en ai deux autour de moi, vont sans doute lire quelque chose de chiant et totalement dispensable. Donc pourquoi je recommande ça ? C'est très simple. The Rainmaker, en fait, c'est une série c'est une série, on va dire, assez pantouflarde, mais c'est déjà une série judiciaire. Et l'angle de cette série judiciaire, c'est que, en termes de ton, les séries judiciaires américaines les plus connues empruntent souvent des chemins, on va dire, très très tracés. Donc les séries de David E. Kelly, donc The Practice, Boston Legal surtout, et donc une ribambelle d'autres choses, vont avoir beaucoup de personnages très très hauts en couleur, avec beaucoup de plaidoiries passionnées, et beaucoup d'intrigues, on va dire, de courtroom, avec le cas de la semaine, etc. etc. Et ça va avoir un ton très très particulier, au point de jeter les conventions par la fenêtre plusieurs fois par épisode, etc. Donc Boston Legal est vraiment représentatif de ce dont je suis en train de parler. Et l'autre manière de le faire, c'est avec une meilleure réussite de ces 20 dernières années, The Good Wife et The Good Fight et le King Televised Universe, où on va avoir des cas, déjà des personnages beaucoup plus avec beaucoup plus de nuances de gris, avec des cas souvent tirés de l'actualité, qui n'a pas peur de mettre dans les pieds dans les plats politiques, et qui décrit aussi beaucoup d'intrigues systémiques sur le système légal et judiciaire de Chicago. En tout cas, c'était le cas pour The Good Wife, et The Good Fight, c'est un tout petit peu la même chose. Voilà, encore une fois, vous m'arrêtez si je me trompe. Mais en fait, c'est deux visions qui sont très abouties, qui ont eu beaucoup de succès. Et The Rainmaker, l'idéaliste, c'est un tout petit peu le troisième homme, mais pas dans le sens de l'ex-premier ministre François Bayrou. C'est vraiment un drama qui va se focaliser qui va se focaliser sur des petites affaires, en fait, et des avocats un tout petit peu commis d'office, et leur combat pour obtenir des cas et obtenir des affaires un tout petit peu à l'arraché, et devoir combattre un tout petit peu des cabinets d'avocats ultra friqués, avec des clients ultra friqués, où en gros la litigation, en fait, ils ont un portefeuille de clients au long cours, mais la litigation et un tout petit peu la conception de la loi, de l'exercice de la loi, en fait, va être, de l'exercice de la défense de leurs clients, va être totalement différent de cabinets d'avocats un tout petit peu plus un tout petit peu plus accessible et un tout petit peu plus populaire. Et c'est là où en fait l'idéaliste se situe, puisque ça raconte l'histoire de deux avocats, en tout cas en passe de l'être. Donc c'est Rudy Baylor, qui est joué par Milo Callaghan, qui est un acteur britannique très très jeune, très très peu connu en fait, qui est un tout petit peu une version plus jeune de Dylan Baker et d'un personnage principal d'une série au hasard de la CW. Donc c'est pas vraiment quelqu'un de plus charismatique, mais le personnage de Rudy Baylor, on le fait démarrer à 6 semaines de passer l'examen d'avocat, et en étant un tout petit peu plus ou moins stagiaire, en attendant de passer son examen du barreau,
à une prestigieuse firme d'avocats qui s'appelle J. Lyman Stone Associates. Rudy Baylor, il a une copine qui s'appelle Sarah Plankmore, qui est jouée par Madison Iceman. Là aussi, c'est pas une actrice, enfin en tout cas sur les épisodes que j'ai vus, qui a un charisme irradiant. C'est quelqu'un qui a déjà été vu sur Prime Video en tant que lead de la série très très vite annulée, souviens-toi l'été dernier. Donc voilà, c'est pas non plus la personne la plus recommandable. Donc on prend des comédiens qui sont des comédiens de télévision et on leur fait jouer un couple dont donc Sarah a déjà passé son examen du barreau et va avoir son premier jour dans cette firme prestigieuse, et elle est rejointe par Rudy Baylor, sauf que Rudy Baylor, en fait, étant donné que il se fait un tout petit peu saquer en arrivant en retard parce qu'il s'est fait défoncer la gueule par son beau-père, donc avant le premier rendez-vous, donc c'est des choses malheureusement qui arrivent, et le chef de la firme qui assure le premier entretien des Baby Lawyers, en fait, va lui faire avoir un petit échange autour un tout petit peu de problèmes légaux, autour de problèmes judiciaires et autour de problèmes d'exercice de la loi. Et donc Leo Drummond, en fait, qui est le chef de la firme, il est joué par John Slattery, donc on ne présente plus, qui est de Mad Men. Et Leo Drummond, en fait, chef de la firme, va donc défoncer Rudy Baylor verbalement et le virer de rechef. Et c'est donc dès le premier épisode, en fait, c'est retour à la case départ pour un jeune avocat qui a les dents longues, qui a la connaissance spécifique, mais qui va devoir trouver quelque chose très très vite. Et il va trouver un cabinet d'avocats qui n'a de cabinet d'avocats que le nom, qui est tenu par une avocate qui s'appelle Jocelyn Stone, qu'on surnomme Bruiser, en fait, qui était donc c'est un personnage féminin qui est féminin dans la série, mais dans le film c'était joué par Mickey Rourke, c'était un personnage masculin. Et Jocelyn Stone, elle est jouée par une tête connue, l'autre tête connue de la série, qui s'appelle Lana Parrilla, donc de Boomtown, de Once Upon a Time. Donc c'est une actrice très très habituée des choses des séries de network. Et Bruiser va engager avec un astérisque Rudy Baylor en lui disant, en fait, tu vas devoir te démerder pour trouver des cas et nous ramener de l'argent, parce que voilà, nous on n'a pas de portefeuille de clients, c'est au cas par cas. Et il va donc se mettre à écumer les hôpitaux avec des victimes qui arrivent et à aller proposer ses services en tant qu'avocat commis d'office. Et le fil rouge de la saison va être une mère de famille que l'on voit dans la première séquence, dont le fils est mort de ce qui est considéré comme une overdose, en fait, alors qu'il était clean depuis un an. Et elle souhaite tant bien que mal attaquer en justice et avoir des dommages et intérêts d'un hôpital privé de Caroline du Sud. Et cet hôpital privé, je vous le donne en mille, c'est un des clients de la firme de Leo Drummond qui s'appelle Tinley Britt. Le premier épisode, en fait, ça s'arrange par la suite, en fait, est assez flou sur le fait, sur déjà savoir si vraiment Rudy Baylor va décrocher un cas. Mais l'intérêt est un tout petit peu ailleurs, c'est que l'intérêt est de montrer un jeune avocat qui va vraiment aller mettre les mains dans le cambouis, enfin, il fait un tout petit peu le même genre d'exercice de découverte de preuves que Kalinda faisait un tout petit peu dans The Good Wife, en fait. Donc c'est un tout petit peu, ils font leur propre travail d'enquête pour les amener en fait devant la justice. Et ça va aussi mettre de l'eau dans le gaz de la relation avec Sarah Plankman, puisque le cas ne tarde pas à revenir donc sur le devant de la scène
du côté donc de la firme Team Librit, et donc Leo Drummond va très vite mettre la pression sur donc Sarah un tout petit peu pour un tout petit peu déterminer comment battre Rudy Baylor si cela va au procès. Donc ça, c'est le fil rouge de la série, mais cela montre en fait donc déjà, cela montre déjà l'exercice en fait, les premiers jours en tant qu'avocat et en tant qu'avocat de la défense, avec pas beaucoup de moyens et avec vraiment littéralement défendre la veuve et l'orphelin. Donc ça, il y a aussi un certain travail didactique, un tout petit peu de comment ça se passe. Et de l'autre côté, ça montre, et c'est un tout petit peu la singularité de The Rainmaker, ça montre un tout petit peu des jeunes actifs et des jeunes avocats, mais dans son contexte qui est, on va dire, un tout petit peu terre à terre, un tout petit peu réaliste. Ça va pas aller dans le twist à la minute avec des preuves qui tombent juste avant la fin de l'acte 3, etc. C'est vraiment une série pantouflarde qui s'appuie sur ses personnages, qui s'appuie sur ses dialogues, qui s'appuie sur un tout petit peu l'expérience de têtes connues comme Lana Parrilla et John Slattery, qui ajoutent, on va dire, au capital sympathie. Et quelque part, je pense que c'est une série qui est un tout petit peu le dernier des Mohicans et qui représente ce que la télévision américaine est en train de perdre. C'est-à-dire une série accessible sur des problématiques contemporaines et sociales qui vont pas être qui vont être traitées avec respect, mais aussi être traitées de manière accessible et divertissante en fait. Et à l'heure où en fait les séries de plateformes en fait multiplient donc des propositions soit noires, soit très très axées sur le twist, soit très très axées sur sur la violence et le côté graphique en fait. The Rainmaker, en fait, c'est pas une série qui prend ses intrigues ou ses personnages à la légère, mais j'ai l'impression que c'est un tout petit peu un des derniers représentants de ce que la télé à papa, en fait, a de mieux à nous offrir, tout en prenant le point de vue de jeunes actifs, en fait. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que j'ai toujours eu l'impression que la télé américaine, en fait, il y avait les séries pour ados avec des personnages d'ados, les séries d'adultes ou avec des jeunes urbains ou voilà des comédies à la Friends en fait où le contexte professionnel ne va pas, soit le contexte professionnel ne va pas du tout aider, soit ça va être un contexte d'hôpital avec des internes en médecine, donc là ça va avoir Grey's Anatomy, mais ils vont être déjà un tout petit peu plus âgés, et des séries qui s'intéressent en fait à des gens qui arrivent sur le marché de l'emploi, parce que c'est un tout petit peu déprimant, il y en a beaucoup moins, ça se compte beaucoup moins. Enfin, vous pouvez faire des études de votre côté, mais j'ai pas eu l'occasion d'en voir. Et c'est là où en fait The Rainmaker a une carte à jouer, c'est que voilà, moi je trouve ça très très agréable et je trouve que ça avait un propos assez intéressant. Et enfin, et ça c'est un peu c'est un peu la chose qui m'a un tout petit peu mis sur le derrière. Elle se déroule en Caroline du Sud, mais elle est produite entièrement en République d'Irlande, en Irlande, à Dublin. Tiens, ah ouais. Les impôts. C'est ça. Et je pensais que ça serait. Enfin, j'ai attendu la fin du premier épisode et tout. J'ai été bluffé en fait. Moi, je m'y attendais pas du tout. Et effectivement, tout est produit à Dublin en Irlande en fait pour voilà le sud des États-Unis, etc. Donc évidemment, il y a beaucoup de scènes en intérieur. Et en fait, ils s'en sortent vraiment pas mal. Et ça ajoute en fait paradoxalement à la qualité de production, c'est que on a tendance à y voir que du feu. À part le fait que lorsqu'on y regarde de plus près, il y a énormément de castes secondaires qui sont des Irlandais. Mais voilà. Donc The Rainmaker, je pense que ça n'aura
pas du tout de mal à débarquer en France. Voilà, c'est produit et vendu par Lionsgate, que ce soit sur Polar+, sur TF1, sur M6. C'est en 10 épisodes. Le final a été diffusé vendredi soir sur USA. Et j'ai essayé de vous expliquer avec mes arguments à moi que c'est un tout petit peu au-delà de la moyenne des séries judiciaires que vous verrez cette année. Ok, bah écoute, moi j'avais regardé le trailer, ça m'avait pas bousculé, mais tu m'as convaincu. Je vais quand même jeter un coup d'œil. Mais c'est vrai que j'ai un attachement particulier au film, donc c'est dur de passer après quand même. C'est pas, alors après c'est ça, c'est que le défaut, enfin c'est bien écrit, mais c'est pas. C'est pas une adaptation. Non, mais c'est joué de manière, on va dire un tout petit peu pas. C'est joué de manière un tout petit peu passe-partout en fait. C'est-à-dire que le personnage n'existe plus sur le papier, qu'en fait il est incarné par Milo Callaghan par exemple. Donc, Okay. Mais c'est très agréable à regarder et quelque part ça démontre un savoir-faire qui est en perdition, je pense. Ok, bah écoute, je lui donnerai sa chance. Très bien. Moi, de mon côté, aujourd'hui, je vais vous emmener du côté d'un roman qui m'a vraiment embarqué et qui, je vous préviens, joue à fond sur la corde sensible, mais pas de façon tire-larme. C'est pas cheap, c'est plutôt fait avec une vraie finesse. Ce roman, il s'appelle La tristesse des éléphants. C'est écrit par Jodi Picoult. Et déjà, rien que le titre, on sait qu'on part pas pour un feel-good avec des cupcakes et des guirlandes de Noël. Et je crois que c'est un peu la thématique de ce soir. On a parlé quasiment que de trucs hyper déprimants. Mais c'est pas grave. Moi, ça se termine bien, vous allez voir. C'est pas un roman qui est plombant du tout, c'est même un peu drôle. C'est un livre qui parle de deuil, mais aussi de mémoire, de transmission, d'amour, bref, de la vie, quoi. L'histoire, c'est celle de Jenna, une ado de 13 ans. Sa mère Alice a disparu quand elle en avait 3. Et Jenna, elle refuse de croire que sa mère a pu l'abandonner comme ça. Alors elle décide de partir à sa recherche. Mais attention, elle n'est pas seule dans sa quête. Elle s'associe à 2 personnages un peu improbables. D'un côté, on a Virgil, l'ancien flic qui avait bossé sur la disparition d'Alice à l'époque. C'est un peu le stéréotype du détective éreinté. Il boit trop, il doute de tout, il est un peu cassé par la vie. Mais bon, dans ce genre de récit, c'est le genre de mec qu'on adore quand même. Et puis de l'autre côté, on a Serenity. C'est une médium, une voyante. Alors oui, dit comme ça, on pourrait croire que ça va partir en mode Madame Irma et sa boule de cristal. Mais en réalité, c'est un personnage hyper attachant, avec ses propres fêlures et qui apporte une dimension un peu surnaturelle qui, croyez-le ou pas, ça fonctionne très bien. Et donc ce trio improbable, donc une ado, un flic cabossé et une voyante borderline, ils se mettent en route pour percer le mystère de la disparition d'Alice. Et là, on a une alternance de points de vue qui rend le récit super addictif parce que on va lire Jenna, après on va lire le point de vue de Virgil, on va lire le point de vue de Serenity, mais aussi et surtout, on lit les carnets d'Alice, la maman disparue. Parce que avant de disparaître, Alice, elle était scientifique. Son truc, c'était l'étude des éléphants et plus précisément de la façon dont ils vivent le deuil. Parce que oui, les éléphants font le deuil, ils veillent les corps, ils n'oublient pas, ils reviennent parfois sur le lieu où l'un des leurs est mort. Et là, en fait, le roman devient presque une mise en miroir avec d'un côté ce que vivent les éléphants, avec cette mémoire, cette tristesse, et ça renvoie directement à ce que vit Jenna avec sa mère. Et franchement, c'est assez bouleversant. Moi, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que Jodi Picoult, elle arrive à mêler enquête policière, drame familial et réflexion scientifique, avec même un petit côté spirituel. Ça pourrait donner un truc un peu bancal, mais en fait, tout s'imbrique parfaitement. Et surtout, on s'attache aux personnages. On a Jenna, forcément, parce que on a envie qu'elle trouve la vérité, mais on aime aussi Virgil, parce qu'il est un peu pathétique, mais avec un grand cœur. Et puis Serenity, parce qu'elle est à la fois drôle et émouvante. Et même Alice, qu'on ne connaît qu'à travers ses carnets, on finit par la sentir terriblement présente. Et puis il y a la fin. Alors rassurez-vous, je ne vais rien spoiler, mais sachez juste une chose. Jodi Picoult, c'est une maîtresse du twist. Et celui-là, disons que je ne l'ai pas vu venir quand même. Mais c'était assez brillant. Et ce genre de surprise, quand ça tombe juste, ça change tout. Alors bien sûr, il y a aussi des défauts, parce que oui, on a certains passages qui sont très détaillés sur le comportement des éléphants. Ça ralentit un peu l'action. Et oui, le combo flic alcoolique plus voyante excentrique, ça pourrait paraître un peu cliché, mais honnêtement,
Une fois qu'on est plongé dedans, ça passe tout seul. Et moi, j'ai pris ça comme un roman qui ose mélanger les genres et qui réussit assez bien son pari quand même. Donc voilà, La tristesse des éléphants, c'est un roman qui m'a touchée, ça m'a surpris et ça m'a même appris plein de choses. Si vous aimez les histoires de famille, les récits avec une dose de mystère et d'émotion, et si vous n'avez pas peur de verser une petite larme, mais voilà, la larme cathartique, la bonne, pas la larmichette forcée, eh bien foncez. Et puis petit bonus, puisque après l'avoir lu, vous aurez des anecdotes incroyables sur les éléphants à ressortir en soirée. Et je vous jure que personne ne s'y attend et ça fait son petit effet. Voilà, donc ça c'est mon petit coup de cœur pachydermique de ces derniers temps. Voilà, je vous le conseille, c'est La tristesse. C'est du lourd. Ouais. Donc voilà, c'est alors effectivement, par le plus grand des hasards, je l'ai lu en même temps qu'une amie à moi. On se l'est pas dit, mais on l'a lu en même temps. On en a pensé exactement la même chose, que effectivement. On apprend plein de choses sur les éléphants, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a des passages où on a plus l'impression de lire un papier de recherche qu'un roman. Donc c'est vrai qu'il y a des passages un petit peu lourds, mais au bout d'un moment, on en avait un petit peu marre des carnets d'Alice. Mais ça, c'est vraiment le milieu du roman. Et une fois qu'on a passé ça, on comprend aussi pourquoi on nous a donné tant de détails, parce que c'est un peu aussi la clé du mystère. Et en vrai, c'est assez passionnant si vous aimez les éléphants, je ne sais pas. On apprend vraiment plein de choses sur les éléphants. Et je rentre pas dans le détail, je veux pas vous spoiler, mais voilà, on a aussi beaucoup de choses qui se passent avec les personnages que je ne peux pas détailler parce que ça fait partie du twist de fin. Mais voilà, c'est un roman qui se lit quand même assez vite, qui est plutôt léger dans le ton et même si ça parle de sujets assez durs, en vrai, il y a quand même beaucoup de passages qui sont assez drôles. C'est quand même écrit de manière plutôt légère et on passe quand même un très bon moment. Et c'est vrai qu'à la fin on a quand même un petit serrement de cœur parce que c'est quand même une histoire assez émouvante. Voilà. Bien écoutez les copains, je crois que nous avons fait le tour de nos recommandations ce soir. Oui. Eh bien écoutez, on vous a fait un Culture Club sandwich bien rempli. C'était vraiment tout un buffet, si je puis me permettre. Tout un buffet dans un sandwich. C'est ça. Mon rêve. Écoute, on peut lancer un restaurant. Voilà, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux. On est partout. On n'est pas partout parce qu'on n'est pas sur Twitter. Parce qu'il ne faut pas aller sur Twitter, c'est l'antre du mal. On est sur Blue Sky, on est sur Instagram. Je sais plus où on est ailleurs. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller nous retrouver. Instagram, Blue Sky, je crois que c'est tout. Bon, c'est déjà pas mal. Écoutez. Ouais. N'hésitez pas à venir nous écouter sur toutes vos applis de podcast et si vous voulez nous écouter en direct, on est là tous les lundis soirs à 20h30 sur Twitch. Voilà, et bien écoutez, il me reste à vous remercier d'avoir passé la soirée avec nous et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne semaine, un bon podcast et surtout... Bonne journée. C'est bon. Non. Non, moi il veut plus arrêter. Il veut plus s'arrêter. Jusqu'à ce que